Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et le service compris d'Anna Fernandez de Énergie Coaching. Bonjour Anna. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Alors vous êtes notre coach en recherche d'emploi Sud Radio, service compris. J'en profite quand même pour vous dire qu'il n'y a qu'une seule radio qui vous propose un tel service pour lutter contre le chômage. C'est Sud Radio et c'est service compris. Alors le chômage évidemment fléau dans notre société. Il y a aujourd'hui Manuel Valls qui reçoit les présidents de région pour qu'ils mettent en place à leur niveau régional des choses. D'ailleurs les présidents de région sont demandeurs d'en faire plus pour lutter contre le chômage. On parle même d'une régionalisation de Pôle emploi. Bref, on ne sait plus quoi faire pour lutter contre le chômage. Il y a même la ministre du Travail Myriam El Khomri qui a dit attention, si les partenaires sociaux ne s'entendent pas, là dans quelques mois on va mettre sur la table le sujet de la dégressivité des allocations pour les chômeurs. Donc Anna, vraiment là on a l'impression chaque fois vu des politiques qu'on arrive au bout de on a tout essayé et vous dont c'est votre métier bien sûr, qui rencontrez toute la journée dans votre cabinet des gens qui sont en recherche d'emploi, vous nous dites il n'y a pas de fatalité. Non, pour moi il n'y a pas de fatalité, il y a du travail pour tout le monde, il faut savoir chercher, s'organiser, ça va être notre sujet d'aujourd'hui, et avoir vraiment la volonté de travailler. Et peut-être aussi de se remettre en cause. On le voit avec les différentes émissions que nous faisons et je dirais dans l'écoute que vous apportez aux auditeurs, savoir aussi se remettre en cause, c'est-à-dire dans son mode de communication, dans son mode de fonctionnement, dans son mode d'organisation et de recherche. Voilà, dans sa recherche, peut-être aussi par rapport parce que je me mets à la place des auditeurs de Sud Radio Service compris, peut-être aussi par rapport au lieu où on habite, c'est-à-dire qu'on a souvent entendu des auditeurs qui nous disent ah oui mais là où je suis c'est pas possible, je peux plus trouver de travail. Alors c'est vrai que parfois c'est compliqué, mais là encore il n'y a pas forcément de fatalité. Non, pas ouvertement de fatalité. C'est vrai que chacun d'entre nous peut avoir des contraintes. C'est la difficulté, quelquefois, c'est-à-dire des contraintes familiales, des contraintes matérielles, quelles que soient les contraintes. Et donc, il est vrai que dans ce cas-là, la recherche s'avère un peu plus difficile. Après, il faut imaginer, il faut être un peu créatif et se dire, bon, est-ce que je peux faire quelques kilomètres de plus ? Est-ce que je peux chercher des postes un peu en adéquation avec mes compétences, mais pas autrement dans mon secteur géographique, mais pas très loin non plus ? Bon. Il faut essayer de s'organiser et après il y a la possibilité de créer son propre emploi. On l'a déjà vu. Donc quelquefois on peut se poser la question, bon, je ne peux pas bouger de ma région, mes compétences aujourd'hui utiles en tant que salarié, je ne vais pas trouver d'employeur. Est-ce que je peux les utiliser en tant que freelance et travailler pour différents employeurs ? Ça pourrait être une autre solution. D'autant que le télétravail, quand même, maintenant est plus accessible. Enfin, il y a plus de possibilités pour le télétravail. Tout à fait. Alors, comment organiser sa recherche d'emploi ? Vous allez nous donner des astuces aujourd'hui dans ce domaine, Anna. Oui, parce que souvent on dit chercher un emploi, c'est un travail à temps plein. Alors, je ne suis pas pour cette phrase. Ah, vous n'êtes pas pour ? Moi, non. Ah, non. Moi, je dis vaut mieux être productif peu d'heures, mais certaines heures. Et après, le reste prendre soin du temps, de soi. Voilà, prendre soin de soi, être dans la détente, être un peu dans le lâcher-prise. On peut, sans culpabilité, se mettre sur son canapé et regarder un film de l'après-midi, si on a très bien travaillé et fait ses recherches d'emploi le matin. En fait, vous nous apprenez à être efficace. Voilà, méthodique dans la recherche. Et ne pas culpabiliser parce qu'à 4h30, on va aller à l'école rechercher ses enfants. On peut avoir très bien cherché toute la journée, tranquillement et sereinement. Donc, il est clair que... Et ça, le pourquoi, surtout, c'est parce qu'un recruteur va le sentir en entretien. Il va sentir que vous arrivez zen, serein, que vous n'êtes pas frustré d'avoir écrit beaucoup de candidatures sans retour et que pour une fois, vous avez un entretien. Vous l'avez sûrement très bien préparé, mais si on ne sent pas quelque part chez vous un lâcher-prise, une certaine attitude, ça va se sentir en entretien quand on va vous poser des questions un peu délicates ou un peu difficiles. Il y a un stress qui va remonter. Alors que quand on prend soin de soi, en faisant du sport, en mangeant bien, avec une hygiène alimentaire importante, en se faisant plaisir, c'est-à-dire qu'on peut être très content de ces 4 heures de recherche du matin. Alors je parle souvent du matin parce que la plupart d'entre nous sommes en énergie haute plutôt le matin, plutôt que l'après-midi. Donc, imaginez le matin, tout le monde s'en va, les enfants à l'école, un mari ou une épouse au travail, se dire moi aussi je me lève, je prends ma douche, je m'habille, je me mets à un espace de travail qu'on peut dédier dans la maison. Sinon, ça peut être la table du salon, mais on enlève tout ce qui est de la maison et on repose son ordinateur et ses dossiers qui sont bien rangés pour savoir exactement où on a candidaté, qu'est-ce qu'on va rechercher. Et on priorise, c'est ça le plus important, c'est le côté méthodique, c'est de se donner chaque jour des priorités.
des jours où on va s'entraîner pour faire des entretiens, des simulations d'entretien, s'entraîner avec quelqu'un ou même seul, des jours où on va répondre à des offres, des jours où on va décider d'aller à un salon de recrutement et on a pris sa matinée avec ses CV pour aller à un salon de recrutement. Donc les matinées peuvent s'organiser autour de la recherche, de la visibilité de sa candidature. Je remets à jour mon profil LinkedIn ou Viadeo, ça prend du temps. Quelqu'un qui le fait bien, ça prend 2 ou 3 heures pour bien le faire, pour pas s'amuser à le faire par petites touches. Je recherche, on parlait des mails de motivation la dernière fois, les contacts, les coordonnées des DRH ou des opérationnels qui nous intéressent. Ça prend du temps également. Ah oui, là, ça prend beaucoup de temps. Voilà, le fait d'aller déjeuner aussi avec un ancien collègue ou avec quelqu'un de son propre réseau qui va peut-être nous faciliter l'accès à notre réseau. Donc c'est d'organiser, de préparer ce déjeuner. Qu'est-ce que je vais lui demander? Comment je vais me présenter? Donc tout ça pour dire que le matin peut être une bonne occasion de se préparer et l'après-midi de déjeuner, donc de faire une pause, une vraie pause et de se poser pour faire du sport, pour s'occuper de sa maison si on a des choses à faire ou administrativement, pour faire des choses administratives. Ça ne sert à rien d'être collé sur Internet à regarder les sites d'emploi, les offres, les alertes, se dire j'ai répondu, ça m'intéresse. Ah, cette offre, dommage, j'ai pas cette compétence, mais elle m'aurait bien plu. Ah, ça c'est la société idéale, dommage, il me manque encore quelque chose. Non, on va arrêter. On va positiver. Là, on sent le vécu chez Anna. Oui, on va arrêter. Voilà, on va arrêter. Je sens le vécu de mes clients qui viennent à moi, qui me disent mais voilà, j'ai envoyé X milliers, X centaines de CV, je fais que ça, je suis épuisée. Et je leur dis oui, ça se voit. Même quand vous présentez le parcours à moi-même, où il n'y a pas d'enjeu, je vous demande de vous expliquer. On voit que vous êtes épuisé, il y a beaucoup d'émotivité. Et tout ça, le sport, l'hygiène alimentaire, de prendre du temps, de se récompenser. Moi, je dis souvent à mes clients, quelle a été votre récompense quand vous avez décroché 3 entretiens? Ils me disent, rien. Je dis, ah bah si, il faut se faire un cadeau. Alors, ça peut être un beau stylo, un joli cahier, une pièce de cinéma, une pièce de théâtre. Il faut se récompenser parce que ça aussi, l'inconscient est très important et l'estime de soi et la confiance en soi va s'en remettre. C'est-à-dire que ce qu'on comprend à travers ce que vous dites, Anna, c'est que, bon, évidemment, enfin, en même temps, je veux dire, de la palissade, mais c'est un combat de retrouver un travail. Donc, ça demande une énergie colossale. C'est un bras de fer avec nous-mêmes parce qu'il faut s'autodiscipliner. Il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche, comment on cherche. Combien de fois, quelles sont les offres qui nous intéressent, comment on donne de la visibilité. Et en même temps, on a un épuisement, une frustration parce qu'on a eu sûrement une belle carrière ou quelques années simplement pour un jeune diplômé. On envoie des CV, on était convaincus qu'avec notre belle école, on allait trouver un job et on ne trouve pas. Donc ça, tout ça, c'est à retravailler, de se dire, voilà, comment je peux retrouver une certaine sérénité. En fait, je recherche moi avec mes clients, c'est qu'ils soient sereins. Si on est serein en entretien, on donne confiance et on a plus confiance. C'est un chemin intérieur finalement. Oui, c'est une sérénité intérieure, une tranquillité intérieure de se dire je crois en moi, je vais trouver, mais je vais m'organiser. Après, je vais vous donner des astuces pour s'organiser, mais il est très important de savoir où on va. Et dans le où on va, il y a des périodes de détente et il y a des périodes de grande recherche. Les vacances scolaires arrivent, on est une maman, on est un papa au chômage, et ben on peut arrêter pendant les 15 jours des vacances scolaires. De toute façon, tout s'arrête en France pendant les vacances scolaires, soyons clairs. Il y a beaucoup moins d'offres, presque pas du tout de salons de recrutement. Donc, profitez de vos enfants, profitez de prendre l'air à la mer, à la campagne, dans la famille. C'est pas toujours un problème de coût de partir en vacances. Mais posez-vous, profitez, parce que ça va se sentir plus tard. Alors, les astuces pour organiser sa recherche d'emploi? Alors, une des astuces pour organiser, c'est ce que j'appelle moi mon fameux tableau de bord. Moi, je mets en place avec mes clients, ils le savent tous, un petit tableau de bord. Donc, je sais concrètement où ils ont déposé leur CV, à qui ils ont répondu, combien de candidatures spontanées ils ont envoyées. Et ce tableau de bord permet d'avoir... C'est un peu leur boussole. Je leur dis, voilà, c'est notre boussole. Vous ne pouvez pas me dire j'en ai envoyé une dizaine. Si c'est 11, c'est 11. Si c'est 8, c'est 8. Et surtout, à eux, ça leur permet de savoir à qui ils ont envoyé quand on les contacte. Quand ils reçoivent des réponses négatives, celle que nous allons barrer dans le tableau de bord, on n'attend plus rien de cette ligne, de cet envoi. Donc ça, c'est très important. J'ai déjeuné avec Martine qui m'a donné des contacts pour joindre Michel, qui est le DRH d'une société qui m'intéresse. On arrive à la maison, dans le tableau de bord, Michel a contacté de la part de Martine. Martine, il faudra toujours la tenir au courant des avancées qu'on a pu avoir avec ce fameux Michel. Très important, ça. Voilà, donc ça, c'est très important. Et en fait, ça vous oblige aussi un peu à nettoyer votre boîte email. Puisqu'on accumule beaucoup à force de postuler à des offres et de recevoir des mails de réponse sibylline, des robots qui disent si sous 3 semaines vous n'avez pas de réponse, la réponse est non. Donc ça nous intéresse pas. En revanche, c'est intéressant de savoir à quelle offre on avait répondu pour recevoir ce type d'offre.
Alors justement, tiens, est-ce qu'il y a un délai de latence acceptable quand on a envoyé une candidature? Au bout de combien de temps on doit se dire c'est foutu? Enfin, ou pas, évidemment. Alors voilà, si on vous contacte rapidement, c'est pas foutu, mais on va dire que dans un délai en ce moment, c'est plutôt entre 2 à 3 semaines. Si vous répondez à une offre qu'il n'y a rien, c'est que ça n'a pas attrapé. Au bout de 3 semaines, si on n'a pas de nouvelles, c'est qu'on peut abandonner cette piste. On peut penser que le tri a été fait autrement et voilà. En revanche, moi, on en reparlera une autre fois, mais moi, c'est des mails de motivation que je fais envoyer. Donc moi, j'adresse à des personnes humaines et pas à des robots. Donc normalement, les personnes sont beaucoup plus réactives pour vous dire non rapidement. Même non, mais on le dit plus rapidement. Tout à fait. Voilà. Donc ça c'est clair. Sinon la relance à des personnes à qui on a envoyé et qui nous ont pas encore répondu, oui, c'est entre 2 à 3 semaines de pouvoir le relancer. Anna, avec vous, on voit comment organiser sa recherche d'emploi, mais évidemment, on passe à la question pratique, si j'ose dire, c'est-à-dire que le coaching, c'est en chair et en os, et ça se passe aussi avec ceux que vous avez accompagnés et guidés. Donc, pour donner envie à ceux qui nous écoutent de prendre leur téléphone, de faire le 0826 300 300, puisque cette émission est faite pour vous, eh bien, on accueille Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors vous êtes toute jeune, Chloé, vous avez quel âge? J'ai 27 ans. Et vous avez été coachée par Anna Fernandez. Oui. Racontez-nous comment ça s'est passé pour que les auditeurs de Service Compris comprennent l'intérêt du coaching. Alors, je suis une jeune diplômée, j'ai eu mon diplôme au mois de septembre. Et alors un diplôme de quoi, Chloé? Alors, je suis juriste en droit des affaires. D'accord, donc beau diplôme. Diplôme droit des affaires, fiscalité. Et donc j'ai commencé à me lancer dans la recherche d'emploi seule pendant environ 1 mois et demi et je n'avais vraiment aucun retour, aussi bien négatif que positif. Bon voilà, c'était surtout l'état d'esprit en fait qui m'a lancé vers Energy Coaching parce que voilà, n'ayant aucun retour, bon c'était assez difficile à gérer, surtout que c'est ma première recherche d'emploi. Donc assez rapidement, j'ai décidé de me faire coacher pour avoir les bonnes clés et surtout un accompagnement. Ah, mais vous aviez entendu parler donc du coaching en recherche d'emploi. C'est pas évident. Moi, j'imagine qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui découvrent votre métier, Anna, grâce à notre émission. Mais sinon, ça peut être de la science-fiction pour certains. Donc, Chloé, comment on vous en avait parlé du coaching? J'ai entendu Anna passer à la radio. Ah, vous avez entendu Anna passer sur Sud Radio, bien sûr, évidemment. Oui. D'accord. Et vous êtes en région parisienne? Oui, je suis en région parisienne depuis mai 2015. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc, Anna vous a pris la main, oui. Et qu'est-ce que vous avez travaillé ensemble pour retrouver du travail? Alors, on a retravaillé le CV dans un premier temps ensemble, les mails de motivation. Donc, j'ai appris toute cette nouvelle méthode de mail de motivation et non plus une lettre entière presque standardisée, on va dire. Ensuite, on a revu tout ce qui est réseaux sociaux et aussi la bonne méthode pour pouvoir cibler des personnes humaines, comme vous disiez précédemment, pour que le retour soit plus facile et justement que le contact aussi soit plus facile. Et vous avez aussi retrouvé sans doute confiance en vous, du coup. Pardon ? Vous avez retrouvé confiance en vous ? Oui, exactement. Donc c'est vrai que durant ma recherche sans Anna, donc c'était vraiment compliqué. Vu que je n'avais aucun retour, ma confiance en moi est pas mal descendue. Et effectivement, avec Anna, j'ai aussi réussi à faire un travail personnel parce que, effectivement, grâce à sa méthode, j'ai eu des retours, même si j'étais négatif. Ensuite, j'ai eu des retours positifs, des entretiens, et donc effectivement, ça nous lance, même si on est encore en recherche, ça nous lance quand même dans une bonne confiance en nous. Ouais. L'exemple de Chloé est parlant, Anna, puisque travail du CV, travail de l'entretien, décrochage des entretiens, donc. Voilà. Et puis ce que a dit Chloé, elle a raison, dans le côté savoir-être, dans le côté confiance en soi, parce que voilà, elle a pas... Elle était très longtemps en recherche, mais avec le beau diplôme qu'elle avait, elle pensait vraiment pouvoir décrocher. Puis tous ses amis de la promo avaient décroché des postes. Donc on se pose la question, pourquoi moi? Avec des bons stages qu'elle avait faits. Et surtout, voilà, cette confiance. Et puis du coup, ça se voyait dans son ciblage, dans les réponses aux offres. Donc on a bien retravaillé aussi le projet pour mettre en lumière le CV et se préparer à des entretiens aux questions délicates ou difficiles. Donc, et cette estime d'elle-même lui a permis aussi de oser peut-être des envois plus nombreux, mais surtout plus ciblés, et surtout sur des pistes peut-être qu'elle n'avait pas
envisagé dans un premier temps. Chloé, vous avez retrouvé du travail au bout de combien de temps ? J'ai fait mon travail avec Anna tout le mois de novembre, donc on a eu 4 rendez-vous ensemble et j'ai décroché un travail mi-janvier. Ah oui, mais écoutez, c'est quand même vraiment formidable de voir ça. Hein. Oui. Bravo Chloé et bravo à Anna du coup quand même. Bravo. Chloé, non, qui commence sa 2e semaine d'emploi. Et ça se passe bien, bien Chloé ? Oui, ça se passe très bien. L'entreprise me plaît beaucoup et le job aussi correspond à mes attentes, donc je suis vraiment ravie. Bah écoutez, on est ravis pour vous et puis bravo également puisque c'est en écoutant Anna Fernandez dans notre belle émission. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Que de bonnes énergies positives, c'est le cas de le dire, puisque nous sommes avec Anna Fernandez de Energy Coaching. Anna, notre coach en recherche d'emploi, comme tous les lundis. Anna, je suis sûre que si tous les Français étaient, ou même si François Hollande était au courant de vos prestations et du bien que vous faites à tous ceux qui cherchent un emploi et la façon dont vous les remettez en selle, on vient de le voir avec Chloé, c'est quand même formidable. Hein, Chloé qui a retrouvé un emploi en quoi même pas 2 mois. Oui, c'est ça. Oui, même pas 2 mois. Non, bon, alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, en attendant que les auditeurs soient avec nous via le 0826 300 300. Est-ce que c'est plus facile d'avoir coaché Chloé, qui était quand même juriste avec un bagage en droit des affaires, sur la région parisienne? Ça aurait pu être la même chose dans Lot-et-Garonne. Oui, c'est vraiment la même chose, puisque moi j'accompagne des personnes qui sont en province, et encore ce matin je faisais un Skype avec une auditrice de Sud Radio, avec qui on s'est mis en contact. Elle est à Valence, donc on a très bien travaillé par Skype, on a vu le CV, on a parlé un peu de la région et du marché de l'emploi de la région, donc on a trouvé des pistes. J'ai accompagné beaucoup de gens en province qui ont trouvé du travail en province ou quand ils sont mobiles sur des régions plus porteuses comme c'est sur Lyon ou Paris. Le bassin parisien, on va pas se le cacher, est le plus gros employeur de France. Mais tout n'est pas là. Donc on peut trouver même en province du travail, on peut se faire coacher par Skype sans problème. Quand ils ont l'occasion de monter à Paris pour un salon ou des entretiens, je profite moi de voir mes clients au moins une fois en face à face. Mais le coaching est abordable en termes de temps et de finances par tout le monde. Alors, rappelons-le, tiens d'ailleurs, pour ceux qui découvrent l'émission et qui vous découvrent, du coup, Anna, vos tarifs. Alors, les tarifs que nous faisons pour les particuliers, nous facturons entre 4 à 5 séances. Et après ces 4 à 5 séances, nous accompagnons gratuitement jusqu'à ce que la personne trouve un job. Voilà. Et les 4 à 5 séances sont facturées aujourd'hui à 100 € pour chaque séance d'1 heure. Et par Skype ou en tête-à-tête, sachant que ce tarif est un peu négociable, du moins, et aménageable selon les conditions de la personne. C'est-à-dire des personnes qui sont RSA ou d'autres situations de ce type-là, je propose un tarif adapté. Allez, vous faites vite le 0826 300 300 parce que là, Anna est gratuitement à votre disposition pour vous coacher. Donc, n'ayez aucune crainte pour lui exposer votre situation. On accueille Charles. Bonjour Charles. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Alors, on vous écoute. Moi, je pense que après moi, c'est vrai que c'est un cas assez particulier, mais j'ai l'impression que de nos jours, même pour faire d'un pipi, limite, il faut parler 5 langues et avoir un bac plus 5. C'est vrai que de nos jours, on peut pas juste comme ça trouver un travail si on n'a pas de diplôme. Et ça, je pense que voilà. Après moi, c'est vrai que c'est un cas à part parce que moi, personnellement, donc déjà, je suis malvoyant. Je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans et demi, sans aucun niveau scolaire, sans parler la langue. Donc, c'est vrai que les études, pour moi, ça s'est arrêté au niveau de 5e. Je veux dire, voilà. Après, moi, je sais que je pratique la guitare comme instrument. Et je sais que j'ai fait des soirées avec mon groupe. J'ai un niveau, on va dire, assez bon pour pouvoir donner des cours à des débutants. Et même si j'ai une autre approche, ayant appris la guitare en Hongrie, enfin j'ai commencé en Hongrie avec des musiciens tziganes, donc j'ai une autre approche de l'apprentissage. Mais je veux dire, même si j'ai de l'expérience un peu, ça suffit pas. Je dis dans une école de musique, oui, mais désolé, nos profs, ils sont tous diplômés d'État. Donc je veux dire, voilà. Après, c'est comme quoi avoir de l'expérience ou un niveau, c'est pas forcément suffisant. Dans votre parti, donc, Charles, hein,
Oui, bien sûr, je parle de moi. Après, voilà. Et vous avez essayé de mettre en place des cours particuliers chez vous ou chez les élèves? Ça, non, j'avoue que des cours particuliers, après les cours particuliers, c'est pareil, c'est plutôt de bouche à oreille, donc... voilà. Et au travers d'associations de quartier, vous pourriez vous référencer auprès d'associations de quartier qui aident, même les patronages, on peut laisser des petites affiches. Moi, je sais que pour mes enfants, j'avais trouvé le premier professeur de piano par ça, un professeur de piano de quartier. Je comprends les écoles, aujourd'hui, ils arrivent avec des musiciens qui sont formés. Après, il y a la renommée de l'école. Vous êtes dans quelle région? À côté de Toulouse. D'accord. À Murel, plus exactement. D'accord. Mais les cours particuliers, ça je peux vous dire qu'à Paris, ils sont débordés, les professeurs de musique. On y cherche. Mais normalement, dans votre région, ça devrait faire pareil. Mais vous pourriez développer votre activité en tant que libéral, en mettant des affiches, en faisant le bouche à oreille, en recommandant, en faisant un peu de réseau. C'est-à-dire qu'une famille qui vous amène une nouvelle famille, vous leur faites une petite ristourne. Il faut aussi un peu intéresser les gens pour qu'ils développent votre propre réseau. Pourquoi, Charles, vouloir absolument, d'ailleurs, taper à la porte d'une école? Vouloir à tout prix, non, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, j'ai une autre approche de l'apprentissage. Je suis pas du tout d'accord avec la manière dont on apprend en France, que ce soit le piano ou n'importe quel instrument d'ailleurs. Alors, raison de plus, Charles, excusez-moi, raison de plus que ce sera difficile d'être embauché par une école. Ah oui, ils resteront... si vous n'êtes pas, entre guillemets, académique. Voilà, c'est ça. Ça va être plus difficile de faire accepter votre méthode, qu'on ne remet pas en doute, qui est vraiment très bonne, qui est dans un cadre qui est attendu par les parents et vendu par l'école de musique. À la limite, vous auriez plus de meilleurs résultats en tant que libéral seul. Ah oui, je pense aussi, oui. Voilà. Après, je reconnais que pour être en libéral, c'est pas facile d'être commercial de soi-même. C'est pas que des petites affichettes, c'est aussi d'être pédagogue pour expliquer à des parents et les rassurer au téléphone quand ils prennent des informations sur votre méthodologie, sur les résultats que vous avez. Voilà. Mais ça s'apprend aussi. Pour rassurer les parents, oui, ça je pense qu'il n'y aura pas de souci parce que justement, je trouve qu'en France, on a un don pour décourager les enfants de la musique en les gavant avec le solfège et compagnie, justement, alors que... Oui, c'est une autre philosophie. On n'a pas besoin d'être un expert en solfège pour pratiquer un instrument. Ça, désolé, j'y tiens. Donc, voilà. D'accord. Charles, vous avez le sentiment de galérer dans l'exercice de votre profession? De galérer, non, parce que, encore une fois, moi, étant donné que je suis malvoyant, c'est vrai que j'ai des allocations à côté, donc c'est pas une question vraiment de survie, on va dire, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une activité, pour moi-même, pour mon bien-être. Bien sûr, pour avoir un sens à votre place. Que je sers à autre chose que de toucher les allocs. Donc, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que pour moi, c'est important. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est pas question financière, on va dire. Enfin, voilà. Oui, bien sûr. Mais vous avez déjà des clients particuliers ou pas? Non, j'en ai pas, non. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément fait les démarches non plus, j'avoue. D'accord. Mais ce que vous pourriez commencer, si vous voulez vous tester, mais je comprends votre situation, de vouloir avoir une place, un sens, une activité. Dans certaines associations donc d'enfants, de groupes scolaires ou d'associations culturelles de quartier, vous pourriez leur proposer vos services et même dans un premier temps, même à titre bénévole, pour vous faire connaître. Parce que vous allez voir que rapidement, des parents vont vous dire, est-ce que vous donnez aussi des cours particuliers en dehors du centre? Oui. Moi, j'ai accompagné des personnes comme ça dans un autre savoir-faire qui était là. Ça marche beaucoup comme ça d'ailleurs, dans votre secteur, Charles. Le fait d'avoir déjà une démarche bénévole, vous travaillez pour une ou deux associations ou des patronages, vous allez voir comment ça peut faire venir des clients particuliers qui vous demandent à côté, qui vous disent, est-ce que vous donnez des cours en plus? Et déjà, ça vous donnera un sens, une activité, une raison de vous lever tous les matins, d'y aller. Et puis, vous avez l'air passionné par votre méthodologie. Ah oui, donc, oui. Oui, on le sent bien. Donc ça, c'est vraiment un point important de le mettre en valeur et de transmettre. Vous êtes assez pédagogue, donc il faut transmettre votre savoir. C'est dommage de garder. Entendu, Charles? D'accord. Voilà. Allez, merci. Bon courage. On accueille Margot qui a fait le 0826 300, bien sûr. Bonjour Margot. Bonjour.
Bonjour. On vous écoute, Margot. Bonjour, voilà. Alors, je voulais vous poser une question. Je suis en dernière année d'études en ce moment et donc à la fin de l'année, je vais devoir commencer à chercher un emploi. Quel type d'études? Dans quel cursus êtes-vous? Je suis en sciences sociales. D'accord. À la fac. Et j'aimerais me tourner vers le métier donc de médiatrice et commencer à chercher un emploi. Mais vu que j'ai jamais eu à faire ça, en fait, je voulais savoir si vous aviez des conseils à me donner pour que j'ai un temps vraiment très très court de battement entre la fin de mes études et puis le début de mon premier job. D'accord. Dans le cadre de vos études, vous avez déjà fait des stages? Non, pour l'instant, je me suis vraiment consacrée seulement à mes études. Et dans le cursus de vos études, il n'y avait aucun stage obligatoire? Non. D'accord. Non, c'est la fac. D'accord. Mais même en Master 1 ou Master 2, vous n'avez pas de stage? Pas obligatoire, non. Pas obligatoire. En sciences sociales, c'est peut-être que... Ouais. Peut-être que c'est encore le cas. C'est vrai que même à la fac, ils font beaucoup d'efforts pour inclure les stages maintenant dans les cursus. Oui. Donc, en termes d'expérience, la médiation, vous pensez à quel type de structure? Pour l'instant, je réfléchissais plutôt à des entreprises privées, mais je ne suis pas sûre. Non, oui, je suis pas sûre non plus. Vous êtes pas sûre non plus? Non, allez-y. Plutôt quoi, sinon? Non. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'emplois, je sais, dans les mairies, dans les collectivités, dans l'administration publique, quoi. Voilà, public ou parapublic, hein, parce que souvent on dit public, mais en fait c'est pas des contrats de fonctionnaires, hein, c'est des contrats privés. Et donc aussi bien public que parapublic, voilà. Là, il faudrait que par rapport vous êtes dans quelle région? Île-de-France. D'accord. Donc, vous avez un bassin large. Là, il faudrait peut-être déjà penser au ciblage des entreprises ou des structures, publiques ou parapubliques, pour commencer à leur envoyer, un peu avant la fin de votre cursus, votre CV et un petit mail de motivation. Mais il faut bien voir, dans la médiation, il y a différents métiers, il y a différents profils. Mais c'est ce que j'allais dire. Anna, est-ce qu'il ne faut pas, passez-moi l'expression, mais un certain âge pour... entre guillemets, faire valoir une expérience de médiateur, non? Alors, on peut commencer très jeune. Ce sera plutôt. Vous avez quel âge, Margot? J'ai 23 ans, pardon. Oui. Oui. Non, mais elle ne sera pas médiateur en soi tout de suite. Tout de suite, hein. L'assistant d'un médiateur ou d'une équipe de médiation. Et il y aura quelques mois d'observation avant de prendre vraiment des dossiers en direct, hein, clairement. Voilà. Donc, c'est de réfléchir plutôt au ciblage, moi je dirais, avant tout en faisant le CV, et d'attendre un peu, vers la fin, mais 2 ou 3 mois avant la fin. Hein. Parce qu'après arrivent tous les copains et les copines des promos et des facs équivalentes sur le même marché de l'emploi. Donc il faut être un peu proactif avant. Il faudrait commencer maintenant, non? C'est ça que ça veut dire, Anna? Vous finissez en juin, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Donc à partir de Pâques, d'avril. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Margot. Passez une belle après-midi à l'écoute de Sud Radio Service Compris. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Comment lutter contre le chômage? Comment lutter contre son chômage, cette maladie qui vous assaille et vous ne savez plus vous en dépêtrer, c'est bien normal. Mais nous avons la solution à Sud Radio, c'est le coaching d'Anna Fernandez qui participe à ce Sud Radio Service Compris tous les lundis. Donc c'est notre façon à nous de vous aider à retrouver un emploi. Et vous avez vu, si vous avez pris l'émission au début, qu'il y avait le témoignage de Chloé qui a retrouvé un travail grâce à Anna Fernandez en moins de 2 mois. Donc il n'y a pas de fatalité, comme on le dit dans cette émission. Anna, pendant que les auditeurs composent le 0826 300 300, bien sûr, pour vous exposer leur situation, vous nous donnez tout au long de cette émission des astuces pour organiser sa recherche d'emploi. Très important. On voit que le mental est effectivement très important. Mais il n'y a pas que le mental. Il y a l'espace de vie à la maison qu'on se réserve. C'est ça, voilà, l'espace de travail. C'est le point sur lequel je voulais revenir. Voilà, avoir un espace de travail à la maison pour sa recherche d'emploi. Donc ça peut être un bureau dédié où on a son ordinateur, ses dossiers bien rangés. Tout le monde n'a pas la place
concrètement, quelquefois, d'avoir cette place-là libérée. Donc, n'hésitez pas à aller. Il y a des bibliothèques, les bibliothèques municipales sont gratuites. Il y a même les ordinateurs, même accès à Internet aujourd'hui. Vous n'êtes pas dérangé. Vous pouvez vous étaler sur une grande table de travail, surtout le matin, les étudiants ne sont pas là. Mais c'est vraiment se dédier une place, de savoir où je peux trouver mes informations, mes dossiers, tous les éléments que je ne recherche pas, voilà, et que ce ne soit pas mélangé avec la vie de famille ou la vie dans l'appartement. Pareil, le pourquoi de sortir souvent de l'appartement également, voilà, qu'on soit homme ou femme, on serait tenté, de faire des choses de logistique de maison, lancer une machine à laver, ou répondre au téléphone parce que les amis, vous sachant à la maison, se disent, elle est disponible, je vais l'appeler, et vous êtes peut-être en train de traiter des mails, de faire des réponses, de candidater sur un poste, de rechercher des coordonnées. Donc, c'est soit vous coupez votre téléphone et vous n'êtes pas joignable, mais malheureusement, vous pouvez ne pas être joignable pour un recruteur, ce qui est dommage, soit bien sûr, vous voyez apparaître les téléphones et vous ne décrochez pas si c'est des amis ou la famille parce que vous savez que c'est pas urgent. Mais le fait de se délocaliser permet aussi de se ressourcer et de se dire, voilà, je suis sortie, je me suis habillée, j'ai pris une douche, je pars avec ma petite sacoche ordinateur portable et mes dossiers, ou pas d'ordinateur parce qu'il y en a un à la bibliothèque municipale, et je travaille le temps qui m'est donné. Ça, c'est très important. Après, comment je traite l'information ? Sur le point aussi que je veux revenir, les mails, on est inondé de mails. Oui. Donc, concrètement, c'est d'essayer d'avoir toujours une boîte mail assez vide. C'est-à-dire dans les mails entrants, ils sont traités. C'est soit on les supprime parce qu'on a donné une réponse, on n'a pas besoin de les garder, soit c'est des choses inintéressantes, on ne veut pas y perdre de temps, soit c'est des choses intéressantes par rapport à la recherche du travail. Et dans sa boîte mail, on a fait des sous-dossiers par réponse à offre, réponse négative, réponse à candidature spontanée. Le fait de s'organiser, même matériellement, dans son ordinateur, c'est, comme on le dit, s'organiser dans sa tête. On parlait de tableau de bord tout à l'heure, mais le fait d'organiser également son ordinateur ou ses sous-dossiers dans son disque dur est très important pour pouvoir retrouver rapidement toutes les informations et ne pas paraître un peu déboussolé si un recruteur vous appelle et vous dit, voilà, est-ce que vous avez quelques minutes pour moi, j'ai des questions complémentaires à vous poser suite à une candidature que vous avez faite à une offre que nous avons diffusée. Donc, il faut souffler, mais qu'on ait le temps, au moins quelques minutes, de récupérer ces informations. Autre chose, en parlant d'organisation, si vous êtes dehors ou avec des enfants dehors et qu'un recruteur vous appelle, surtout, vous pouvez décrocher parce que vous ne savez pas qui vous appelle. La question qu'il va vous poser tout de suite, c'est « est-ce que je vous dérange ?» La réponse, s'il entend des bruits d'enfants, il va comprendre qu'il vous dérange. Mais si c'est encore du silence autour de vous, vous lui dites « oui ». Oui, vous osez dire oui. Et pourquoi Alors oui, je vais rentrer en réunion. Est-ce que je peux vous rappeler dans une heure ou est-ce que vous pouvez me rappeler dans une heure ? Pourquoi ? Parce que vous êtes dans la rue, vous n'avez pas votre CV. Bon, le CV, vous le connaissez par cœur, mais vous n'avez pas l'offre pour laquelle vous avez répondu. Ah oui. Il y a peut-être du bruit. bruit. On ne peut pas parler comme ça. On ne peut pas parler tranquillement dans la rue. Il y a du bruit. Peut-être que votre téléphone n'a pas assez de batterie. On peut rajouter plein de choses. Donc moi, je suis pour oser dire oui, je rentre en réunion ou je termine une réunion et dans 15 minutes, le temps d'arriver à la maison, vous pouvez me rappeler. Les personnes, je vous assure que les recruteurs rappellent, ou vous-même, s'ils vous donnent leur téléphone ou vous voyez apparaître, vous rappelez. Mais vous êtes posément à la maison, dans le silence, avec le CV à droite, avec une feuille blanche et un stylo à gauche, et peut-être l'offre, ou peut-être candidature spontanée, la société pour laquelle vous avez candidaté, et on vous appelle suite à cette candidature spontanée. Oui, bien entendu. Finalement, on ne prend pas un appel, ou plutôt on ne se rend pas disponible pour un appel comme ça, les mains dans les poches. Non, ça non. encore, ça se prépare. Voilà, parce que Oui, l'appel, la réponse à un appel se prépare, le discours doit être bien rodé, vous devez savoir pourquoi on vous appelle, même si c'est pour un entretien exploratoire et qu'ils ont trouvé votre CV sur l'APEC ou sur Monster, sur un site d'emploi. Posez-vous tranquillement, ça vous permet de rôder, de souffler, d'être dans ce que j'appelle toujours cette zen attitude. Tout se ressent, surtout au téléphone. Bon, alors, on ne peut pas mentir quand on fait le 0826 300 300. Bonjour Patrice. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, bien entendu, bienvenue. On vous écoute avec Anna. En fait, moi, si j'avais effectivement un conseil à donner, c'est de ne jamais mentir. Quand on est face à un recruteur, moi je suis chef d'entreprise. Ce qui souvent crée le stress chez le candidat, c'est lorsqu'il rend lui-même les choses complexes. On recherche de la simplicité. Avant un CV, on recherche surtout une personnalité. Parce que quelle que soit la formation initiale, l'entreprise va devoir adapter le candidat au poste, en fait. Et donc, je pense qu'il est préférable de dire, par exemple là, l'exemple qui a été donné,
on est appelé par un recruteur, on est dans une position qui ne permet pas de répondre convenablement. Eh bien, je pense qu'il faut le dire. Il faut surtout pas essayer de travestir une réalité, parce que si votre interlocuteur est sensible, il va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Donc, je pense qu'il faut toujours rester le plus simple et le plus vrai possible. Alors, ce qui est souvent difficile, c'est que on recherche véritablement une personnalité. On ne recherche pas un profil de quelqu'un qui psychologiquement est vaincu par les événements, vaincu par la vie, vaincu par sa recherche, vaincu par sa situation personnelle. Donc il faut toujours se vendre, je pense, car en fait, ce qui est très difficile, c'est d'arriver faut avoir confiance en soi et le faire savoir, mais sans passer à l'arrogance ou à la suffisance. Donc, parce que on recherche en fait une entreprise, on recrute entre guillemets une arme, c'est-à-dire quelque chose, quelqu'un qui va vraiment pouvoir apporter quelque chose, donc une personnalité. Il faut pouvoir la mettre en avant, cette personnalité, il faut pouvoir l'affirmer, tout en essayant, en tout cas c'est mon conseil, c'est d'essayer d'être le plus simple et le plus vrai possible. Donc vraiment zéro mensonge, quelle que soit la situation. Oui, Patrice, vous résumez bien les choses. Vous êtes chef d'entreprise dans quel secteur ? Alors, actuellement, je suis dans le secteur immobilier. J'ai travaillé dans le cadre d'une start-up dans les années 2000. On avait 65 salariés à l'époque. Aujourd'hui, on est bien moindre. On a moins d'une dizaine de collaborateurs, mais moi, personnellement, ce qui rend un profil, ce qui me pousse souvent en cas de recrutement à ne pas donner suite à une candidature, c'est quand à mes yeux le candidat est faux. C'est-à-dire que ça sonne faux en fait. Ou vous soupçonnez quelque chose de faux. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand je me rends compte que la personne est un peu vaincue par ces événements, on a besoin de gens combatifs, de gens qui sont prêts à se battre, qui ont confiance en eux, ça c'est très important, et qui surtout, même lorsque les situations sont pas à leur avantage, savent rester vrais, en fait, on recherche vraiment une éducation, une sensibilité et une combativité, quel que soit le parcours, le profil. Enfin, c'est vraiment, personnellement, c'est ce qui est recherché. Pour ce qui est de l'adaptation à l'entreprise, évidemment que la personne sera formée, qu'elle n'ait pas le bac ou qu'elle ait bac plus 6. Ça ne changera rien. Il y aura une formation que l'entreprise va lui apporter. Mais si déjà, dès le départ, on a une personne qui est un peu perdue parce que traumatisée, il y a des conseils de toutes sortes lorsque on va à un entretien, et qui surtout oublie d'être simple, oublie d'être vrai, oublie d'exposer ses qualités, mais aussi ses défauts, on en a tous. En fait, quelqu'un qui oublie d'être humain et qui essaye de rendre digeste quelque chose qui ne l'est pas, oui, effectivement, là, ça peut poser un problème, parce que on recrute quelqu'un avec lequel on va passer 7 à 8 heures par jour. Oui, bien sûr. C'est important de le rappeler, Patrice, oui. Voilà, c'est mon sentiment sur la question. Oui, non, je pense que l'état d'esprit est très très important d'avoir en face de soi des candidats qui n'ont pas subi, qui ont peut-être subi des aléas dans le parcours professionnel, mais qui sont maintenant bien alignés, bien dans leur basket, pour pouvoir assumer et expliquer leur parcours, et comme disait Patrice, montrer leur réelle personnalité, parce que ça va être toute leur intégration qui va être d'autant mieux réussie si on sent qu'ils vont être engagés et impliqués. Donc c'est très très important, tout à fait. Oui. Patrice, vous avez eu justement comme ça, quand vous avez reçu un candidat en entretien, un vrai coup de cœur pour une personne, et sur quels critères ? Généralement, le candidat doit avoir une raison pour avoir son emploi, une motivation. Et généralement, cette motivation, je sais pas, un exemple. À Créteil, j'ai dû faire un choix arbitré entre deux profils, donc un qui était excellent, un CV intéressant, etc., mais qui n'arrivait pas à m'expliquer pourquoi cet emploi.
alors que le second candidat avait un profil moins intéressant, c'est vrai, mais il y avait dans sa façon d'exprimer les choses, dans sa situation de vie personnelle, besoin de cet emploi. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais un candidat, c'était presque un besoin vital de travailler, d'avoir ce poste, et effectivement j'ai plutôt opté pour le second. Parce que au-delà de sa motivation personnelle, il y avait une obligation à cet emploi. Donc pour moi, cette obligation était une seconde source de motivation. Vous voyez ? Donc, oui. Donc tout à fait, Patrice. Les entretiens sont souvent un petit peu délicats parce que on est un peu intrusif dans la vie d'autrui, dans la vie du candidat. On a besoin en une heure, et c'est pas évident, d'arriver à la cerner, à comprendre ce qui se passe dans sa vie, ce qui permet effectivement de voir si déjà les motivations intrinsèques, au-delà du simple fait de payer son logement et de se nourrir convenablement, de voir si effectivement il y aurait une seconde motivation, une contrainte dans la vie du candidat qui fait que cet emploi, effectivement, il en prendra soin, il ne le négligera pas, il sera totalement investi et concentré. Voilà, etc. engagé, donc on va chercher ce deuxième élément de motivation, et ça peut être une situation familiale, ça peut être autre chose. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Patrice. Finalement, votre témoignage résume bien les choses. C'était parfait, si j'ose dire, d'entendre un chef d'entreprise, donc d'être de l'autre côté du miroir, Anna, pour connaître le ressenti. Merci à Patrice. Merci Anna, évidemment, pour le coaching des auditeurs de Sud Radio, pour les astuces.